Bonsoir à tous, vous l'aurez donc compris avec ce générique un petit peu spécial. Bienvenue dans ce journal en partie consacré aux funérailles du prince Philippe, duc d'Édimbourg, qui s'est éteint vendredi dernier à l'âge de 99 ans. Dans quelques instants, nous reviendrons avec donc notre page spéciale dans l'actualité. Également, nous reviendrons sur la situation sanitaire qui s'améliore peu à peu. Le gouvernement semble donc confirmer le déconfinement début mai. Reportage dans un instant. Depuis le 29 mars dernier, après des premières échauffourées dans la ville de Londéry, dans le nord de la province britannique, durant le week-end de Pâques, les nuits de violence s'enchaînent les unes après les autres. Retour avec Mathis Armand dans un instant. Nous partirons en Birmanie, le nouvel an bouddhiste sous le signe de la résistance pour les opposants. Toutes les précisions en Birmanie dans un court instant. Puis Thomas Pesquet s'apprête à repartir vers la Station spatiale internationale pour une nouvelle mission de 6 mois. Mais cette fois, l'astronaute de 43 ans embarquera dans un vaisseau SpaceX construit par Elon Musk. Départ dans l'espace dans quelques instants. Les obsèques du prince Philippe ont donc eu lieu aujourd'hui au château de Windsor, dans la chapelle Saint-Georges. 30 convives étaient conviés en raison bien sûr de la pandémie de Covid-19. Le prince Harry a fait le déplacement depuis les États-Unis, mais sans Meghan Markle. Il est présent également le prince Charles qui ouvrait le cortège des invités. Reportage signé Rodrigue Bedin. Pendant 70 ans, il aura été aux côtés de la reine, 2 pas derrière elle. Le prince Philippe s'est éteint vendredi dernier à l'âge de 99 ans. Et c'est ce samedi qu'ont eu lieu ses obsèques. Une cérémonie qui, compte tenu de la situation sanitaire et de ses dernières volontés, s'est tenue en petit comité. Seuls quelques membres de la famille royale étaient présents à Windsor. Le prince Harry est rentré de Californie pour la première fois depuis sa mise en retraite de la monarchie il y a 1 an. Sa femme Meghan Markle n'a pas pu être présente. À son image, la reine Elisabeth II était isolée du reste de la famille royale durant la cérémonie, un hommage que les Britanniques ont tout de même pu suivre depuis chez eux à la télévision. À 14h27 précisément, la Land Rover, conçue en partie par le prince Philippe lui-même, a fait son arrivée par la porte George VI et le cercueil du duc d'Édimbourg a été placé sur le véhicule avant que ne commence ensuite la procession funéraire. Les membres de la maison royale du prince Philippe ont été les premiers à prendre place avant que la reine Elisabeth ne fasse son apparition. Le cortège s'est ensuite rendu à la chapelle Saint-Georges avec dans l'ordre la princesse Anne et le prince Charles côte à côte, puis le prince Édouard et le prince Andrew ont suivi derrière le prince Harry et le prince William, séparés par leur cousin Peter Phillips, et enfin le sir Tim Lawrence et le comte de Snowdon. À 15h heure locale, le pays tout entier a observé une minute de silence en hommage au prince Philippe avant que le cercueil entre dans la chapelle pour la cérémonie et qu'à son issue, l'hymne national ne retentisse une dernière fois. Et retrouvons à présent Mikey Suplon. Bonsoir Mikey, l'émotion est vive du côté des Britanniques qui ont suivi l'événement de très près. Mikey, quelle a été l'émotion des Britanniques après la mort du bien-aimé de la reine ? En effet, c'est une journée très particulière pour les Britanniques qui ont dit adieu au duc d'Édimbourg, mort à l'âge de 99 ans ce samedi 17 avril. Ses obsèques se sont déroulées à la chapelle Saint-Georges. Les Britanniques ont ainsi suivi l'événement chez eux en raison de la pandémie de Covid-19. Alors Mikey, des personnalités ont également été émues par la disparition du duc d'Édimbourg. Oui, de nombreuses personnalités ont rendu hommage au prince Philippe, comme Elton John, Orlando Bloom, Carla Bruni et David Beckham ont rendu hommage au duc d'Édimbourg décédé le 9 avril 2021. Merci beaucoup Mikey pour toutes ces précisions. Dans l'actualité également, la situation sanitaire s'améliore de peu à peu en France. On semble aller vers un déconfinement pour début mai, puis à partir du 15 mai, la réouverture de certaines terrasses et des commerces non essentiels. C'est ce que l'on voit avec ce reportage de la situation sanitaire avec Maïtis Armand et Mikey Suplon. À ce stade, il n'y a pas de nouveau calendrier prévu pour les mesures de freinage annoncées par Emmanuel Macron fin mars. Invité de France Info ce vendredi, Gabriel Attal a confirmé avec prudence que les restrictions renforcées
mises en place pour le mois d'avril, prendront bel et bien fin le 3 mai. Il s'agit ici de la fin des interdictions de circulation, à savoir le rayon de 10 ou 30 km autour du domicile, et peut-être des déplacements interrégionaux. Le porte-parole du gouvernement confirme par ailleurs qu'aucune date n'a été décidée pour la fin du couvre-feu. Enfin, la réouverture des commerces non essentiels, de certaines terrasses et des musées, les lieux de culture, est toujours prévue pour la mi-mai, même si aucune date précise n'est encore fixée. Gabriel Attal a aussi déclaré que les dates annoncées par le chef de l'État pour la réouverture des établissements scolaires seraient elles aussi tenues. Retour à l'école le 26 avril pour tous les élèves, en présentiel pour le primaire, la maternelle et les crèches, en distanciel pour le collège et les lycées. Les indicateurs de ce samedi montrent un léger recul du nombre de patients en réanimation dans les hôpitaux français. Le bilan mondial de la pandémie dépasse désormais la barre des 3 millions de morts. Des opposants au coup d'État en Birmanie ont saisi l'occasion le premier jour du nouvel an bouddhiste mardi pour la transformer en journée d'action en écrivant des messages en faveur de la démocratie sur des pots de fleurs traditionnellement utilisés pour les célébrations sur la résistance en Birmanie. Regardons ce reportage avec Bastien Lelire et Nicolas Ducard. Ils bravent la répression sanglante. En Birmanie, l'opposition continue de se mobiliser pour dénoncer le coup d'État militaire et demander la libération de l'ex-première ministre qui n'a pas été vue en public depuis plus de 2 mois. Les charges retenues contre elle ne cessent de se multiplier. L'ex-prix Nobel de la paix a une nouvelle fois été inculpé pour violation de la loi sur la gestion des catastrophes naturelles, comme l'a confirmé l'un de ses avocats, qui explique en outre l'avoir trouvée plutôt en bonne santé lors d'une apparition par visioconférence. L'ex-première ministre fait l'objet au total de 6 poursuites judiciaires qui pourraient à terme l'écarter définitivement du pouvoir. Pour essayer à tout prix de la revoir, une résistance s'organise. Une jeune femme distribue un journal clandestin sur un marché de Rangoon et cette publication intitulée Molotov se veut un média de résistance face au coup d'État perpétré par l'armée. Les militaires ont pris le pouvoir début février et ils répriment dans le sang toute contestation. En un peu plus de 2 mois, la résistance a déjà fait près de 700 morts parmi les civils. Plusieurs fois en Birmanie, l'armée a tiré à balles réelles. On se souviendra tous de ce mercredi avec un total de 38 morts et est actuellement qualifié comme le plus sanglant. Des jours de manifestations et d'actions de résistance sont déjà prévus dans les jours à venir. Restons à l'étranger, où un rassemblement dans un quartier de la capitale nord-irlandaise s'est terminé par des affrontements violents de la part des interfaces. Retrouvons tout de suite ce reportage avec Mathis Armand. L'Irlande du Nord est en proie depuis le début du mois d'avril à un regain de tension entre 2 groupes. Les unionistes protestants voulant rester au sein du Royaume-Uni et les indépendantistes catholiques qui veulent être rattachés à la République d'Irlande. Mais alors, quelles sont les raisons de ce retour à la violence ? L'Irlande du Nord a connu durant 30 ans, entre les années 70 et 90, une série d'affrontements entre les 2 communautés qui a eu pour bilan 3500 morts. Le conflit s'est conclu par un traité de paix le 10 avril 1998, appelé le Good Friday Agreement. Les tensions n'ont jamais vraiment cessé, mais les nouvelles protestations des unionistes fragilisent davantage l'accord de paix. Ces derniers se sentent délaissés par Londres, et ce, pour 2 raisons principales. Tout d'abord, l'arrivée de la Covid-19 a balayé les gains du Brexit promis par les Anglais. Comme partout dans le monde, les jeunes ont été particulièrement touchés, à la fois à cause des mesures restrictives et par la crise économique. Le 30 mars, la justice nord-irlandaise a choisi de ne pas poursuivre le Sinn Féin, un grand parti indépendantiste qui s'était rendu en juin 2020 aux obsèques d'un haut responsable de l'IRA, sans respecter les gestes barrières. Ce qui a fortement mis en colère les protestants qui voient cela comme une justice à 2 poids, 2 mesures. C'est réellement le déclencheur des nouvelles protestations, et les jeunes, sans perspective d'avenir, en sont le moteur. Puis, la seconde cause est l'accord entre Bruxelles et Londres sur le Brexit. L'Union européenne savait qu'un rétablissement de la frontière physique entre les 2 Irlandes serait synonyme d'un retour à la guerre. L'alternative trouvée par le Premier ministre britannique Boris Johnson maintient aujourd'hui l'Irlande du Nord au sein de l'Union douanière, mais a pour conséquence l'établissement d'une frontière douanière entre la province et la couronne. La situation est vécue par les unionistes comme une trahison. Ainsi, depuis le début du mois ont lieu de nombreuses émeutes et affrontements avec la police, notamment dans les quartiers unionistes comme à Belfast, la capitale. Tous les acteurs appellent au calme, notamment la classe politique nord-irlandaise,
ainsi que le Royaume-Uni, qui a dépêché sur place, en urgence, son ministre chargé de l'Irlande du Nord. Tandis que les groupes paramilitaires unionistes menacent de se retirer des accords de paix si le protocole douanier n'est pas abandonné. On notera une accalmie lors de la période de deuil avec la mort du prince Philippe, puisque les protestants ont souhaité montrer leur attachement à Londres. Toutefois, les négociations continuent et les affrontements qui ont déjà blessé plus d'une centaine de personnes pourraient reprendre comme le calme avant le retour de la tempête. Pour en France, à présent, on y parle politique avec la gauche qui s'est aujourd'hui rassemblée autour de Yannick Jadot pour ensemble contribuer à trouver une nouvelle alternative à l'extrême droite et en faire une force. Jean-Luc Mélenchon était aux abonnés absents. Ce dernier effectue une tournée dans l'Amérique latine. Éric Coquerel représentait la France Insoumise. Et en parlant d'alternative, c'est le nom de la campagne de Najat Vallaud-Belkacem que je recevrai la semaine prochaine dans l'entretien, votre émission d'interview sur AR1. Par mesure d'équité politique, je vais vous énoncer l'ensemble des candidats à l'élection en Auvergne-Rhône-Alpes. Laurent Wauquiez, candidat pour les Républicains. Najat Vallaud-Belkacem, Andrea Coterac, Bruno Bonnell, Cécile Kouign-Amann, Fabienne Grébat pour les écologistes. Puis enfin, partons dans l'espace. Thomas Pesquet s'envolera à bord de la fusée SpaceX qui va s'envoler vers une nouvelle mission qui durera une nouvelle fois 6 mois. C'est le reportage donc magazine de cette édition avec Noé Zislin. Thomas Pesquet repartira en direction de la Station spatiale internationale le 22 avril à 12h11, heure française, pour une mission de 6 mois. Il embarquera à Cap Canaveral, en Floride, à bord du Crew Dragon lancé par le Falcon 9 de SpaceX. Et il sera accompagné par 2 Américains et un Japonais. Pendant la mission, il fera des expériences scientifiques comme l'étude du vieillissement de cellules souches du cerveau pour mieux comprendre les maladies comme Alzheimer, mais aussi pour la suite, c'est-à-dire le retour des hommes sur la Lune, ainsi que l'objectif Mars qui se trouve quand même à 200 millions de kilomètres en moyenne. Le 16 mars, le directeur de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, a annoncé que le spationaute français sera, pendant la deuxième moitié de son séjour, commandant de la station, une première pour un Français. La mission se nomme Alpha en référence à Alpha du Centaure, la deuxième étoile la plus proche de la Terre. Thomas avait déjà participé à une première mission, appelée Proxima, de novembre 2016 à juin 2017 et qui était très médiatisée. Il y a 2 ans, la cathédrale Notre-Dame de Paris était en proie avec les flammes. Retour sur la reconstruction et 2 ans après l'émotion qui a fait vivre la planète entière avec ce reportage, Rodrigue Bedin. Ce sont ces images qui auront marqué ce lundi 15 avril 2019. Des images qui resteront en mémoire. Notre-Dame de Paris en feu jusqu'à très tard dans la nuit. Plus de 15 heures pour éteindre cet incendie complètement. La cathédrale en grande partie préservée, mais également ravagée. Il est 18h18 ce soir-là lorsqu'un incendie se déclare dans la charpente de la cathédrale. Les personnes présentes à l'intérieur à cet instant n'imaginent pas qu'un brasier ravage déjà l'édifice juste au-dessus de leur tête. À cause d'une erreur humaine d'interprétation ce jour-là, il faut 52 minutes avant que les pompiers ne commencent à combattre les flammes, un temps précieux qui permet au feu de progresser, gagnant peu à peu le toit et la flèche. En s'effondrant, la flèche laisse derrière elle 2 trous béants dans la cathédrale, les flammes redoublent de volume, il faudra au total plus de 15 heures aux 600 pompiers mobilisés pour éteindre entièrement l'incendie. Emmanuel Macron, qui était présent sur place ce soir-là, a annoncé reconstruire la cathédrale au cours des 5 prochaines années. Cette cathédrale, il y a plus de 800 ans, nous avons su l'édifier. Et à travers les siècles, la faire grandir et l'améliorer. Alors je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale, nous la rebâtirons. Tous ensemble. Un défi de taille pour le président qui l'a réitéré ce jeudi, à l'occasion du 2e anniversaire du drame, et si à cette date la cathédrale ne sera pas 100% restaurée, déjà les premiers fidèles devraient pouvoir à nouveau y entrer. Regardons ensemble les prévisions. Pierre-Emmanuel Alter, ça ne change pas. Demain matin, alternance de nuages, de belles éclaircies, de la Nouvelle-Aquitaine aux Hauts-de-France, un franc soleil sur la côte d'Azur, au nord-est du pays. Les températures resteront fraîches à l'aube avec des minimales atteignant 1 degré
en campagne. Demain après-midi, nuages dominants sur une très grosse partie du pays, quelques gouttes de l'extrême sud, le vent d'autant souffle dans son domaine. Les températures seront comprises entre 11 degrés à Rouen et 18 degrés pour Bordeaux. Les tendances à venir pour les prochains jours, peu d'évolution, malgré quelques nuages et éclaircies, les températures seront comprises entre 15 et 20 degrés. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant sur nos réseaux sociaux, l'information qui se poursuit à R1 Info. Nos dernières informations sont également à consulter sur notre compte Twitter. Dans quelques instants, rendez-vous sur un podcast à 18h pour retrouver un nouveau podcast. C'est Transport Vert présenté par Théo Tourné. La semaine prochaine, moi je vous retrouve pour l'entretien avec Najat Vallaud-Belkacem. Et puis dans 15 jours, cette même place, Stephen Combe. Je vous souhaite une excellente soirée sur les chaînes du Groupe Vert. Merci, bonsoir.